Bonjour et bienvenue. Est-ce qu'on construirait une maison sans avoir de plan? Non, bien sûr que non. Eh bien, pour créer une expérience d'apprentissage en ligne qui soit vraiment réussie, c'est exactement la même chose. Il faut un plan directeur, une sorte de feuille de route. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, de la modélisation pédagogique. Alors, avoir une super idée pour un cours, c'est génial. C'est le point de départ. Mais honnêtement, ce n'est que la toute première étape. Le vrai défi, le plus compliqué, c'est de transformer cette intention en une formation en ligne qui tient la route et qui fonctionne. C'est la question que se posent tous les concepteurs, tous les formateurs. Comment est-ce qu'on fait pour que notre vision de départ ne se perde pas en chemin? Comment on s'assure qu'elle se transforme bien en une expérience qui est structurée, engageante et, surtout, qui atteint ses objectifs? La réponse, elle est là, juste sous nos yeux, c'est la modélisation pédagogique. C'est vraiment la méthode qui va nous permettre de construire un pont solide entre l'idée qu'on a en tête et sa réalisation technique. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la modélisation pédagogique, c'est un processus qui va venir formaliser un scénario d'apprentissage. Le but, c'est de le rendre tellement clair, tellement explicite, que n'importe qui dans l'équipe peut le comprendre, le partager, le lancer sur une plateforme et même mesurer s'il a été efficace. Bref, c'est l'outil indispensable pour que tout le monde parle le même langage. Allez, on entre dans le vif du sujet. Parce que, en fait, utiliser ce genre de plan directeur, c'est un peu comme s'offrir des super pouvoirs. Voyons ensemble les 5 grands avantages de cette approche. Cette citation résume parfaitement l'idée. Le modèle, c'est une interface, un traducteur. Il fait le pont entre le monde des idées pédagogiques, d'un côté, et l'univers très technique des plateformes d'apprentissage, de l'autre. Il s'assure que ces deux mondes, qui ne parlent pas la même langue à la base, arrivent enfin à se comprendre. Premier super pouvoir, la clarté. Un modèle nous force à mettre les choses noir sur blanc. On doit définir précisément les objectifs, qui fait quoi, quelles sont les activités, de quelles ressources on a besoin. C'est fini les zones de flou, les « on verra ça plus tard ». Tout est écrit, tout est clair, il n'y a plus de place pour l'ambiguïté. Deuxième point, la traçabilité et la réutilisation. Un modèle, ça peut être versionné, on peut le comparer et surtout, on peut le réutiliser. Imaginez un peu. On a un scénario qui a super bien marché. Eh bien, on peut l'adapter pour un nouveau public, pour un nouveau contexte, sans avoir à tout réinventer depuis le début. Le gain de temps et d'efficacité est juste énorme. Le troisième super pouvoir, c'est l'automatisation. Une fois que le modèle est bien ficelé, il peut être directement exécuté par une plateforme de formation, ce qu'on appelle un LMS. Concrètement, ça veut dire que les activités se lancent toutes seules, les rôles sont assignés automatiquement, la machine orchestre tout, ce qui libère du temps précieux aux formateurs pour qu'ils se concentrent sur l'accompagnement des apprenants. Celui-ci, il est particulièrement puissant. L'amélioration continue. Quand le modèle tourne, il génère des données, des traces d'apprentissage. Toutes ces infos sont une mine d'or. Elles permettent d'analyser ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien marché, et d'utiliser ces preuves pour améliorer le modèle. C'est un cercle vertueux. Le cours devient de plus en plus performant à chaque utilisation. Et enfin, le 5e avantage. En structurant tout le processus de A à Z, la modélisation aide à gérer la complexité. Forcément, ça rend les équipes plus productives et au bout du compte, ça améliore la qualité globale de l'expérience d'apprentissage. Tout le monde y gagne. Bon, pour créer ces fameux modèles, on a besoin d'un langage. C'est un peu comme une langue qui a besoin de sa grammaire pour qu'on puisse construire des phrases qui ont du sens. Alors, explorons un peu les composants de ce qu'on appelle un langage de modélisation pédagogique. Ce langage, il repose sur 4 piliers. On a la syntaxe, la sémantique, la notation et le métamodèle. Je sais, ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. On va décortiquer ça tranquillement. La syntaxe, pour faire simple, ce sont les règles du jeu. C'est ce qui définit comment on peut assembler les différents éléments pour que ça soit valide. Par exemple, une règle de syntaxe pourrait dire « d'abord on lit la consigne, ensuite on poste sur le forum, et seulement après, on a le droit de passer le quiz ». C'est un ordre, une structure. Alors, si la syntaxe, c'est la structure, la sémantique, c'est le sens, c'est l'intelligence qu'il y a derrière. Ça donne une signification aux règles. Pour reprendre notre exemple, la sémantique va préciser que le quiz doit rester invisible tant que l'apprenant n'a pas posté sur le forum. C'est ce sens qui rend le modèle vraiment opérationnel et intelligent. Ensuite, la notation. Là, c'est juste la façon de représenter le modèle, de le dessiner. Il y a 2 grandes approches. D'un côté, on a la notation textuelle, souvent du code. C'est super précis, parfait pour une machine, mais pour un humain, c'est assez difficile à lire. Et de l'autre, on a la notation graphique, avec des boîtes, des flèches. C'est beaucoup plus visuel, idéal pour qu'une équipe puisse en discuter, même si c'est un peu moins formel. Et on termine avec le métamodèle. Alors lui, c'est un peu le boss final. C'est
Le dictionnaire est le livre de grammaire du langage lui-même. C'est le modèle des modèles, celui qui définit tous les concepts qu'on a le droit d'utiliser et comment ils peuvent s'articuler entre eux. C'est la fondation de tout le système. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, la modélisation, ce n'est pas une seule et même activité. En fait, ça se passe à différents niveaux de détail. On part d'une vision très générale pour aller vers des choses de plus en plus concrètes, de plus en plus opérationnelles. Ce tableau l'illustre très bien. Tout en haut, on a le niveau le plus abstrait, le langage lui-même, comment on le standardise. Juste en dessous, on a les modèles de design, qui sont plutôt des méthodologies pour guider la conception. Ensuite, on descend encore d'un cran, avec des choses plus techniques, comme les modèles UML, qui sont des plans détaillés pour un système informatique. Et enfin, tout en bas, on a le plus concret, la scénarisation, c'est-à-dire le script précis de ce que l'apprenant va faire, clic par clic. Si on devait résumer ça de façon très simple, ça donnerait ça. Les langages, c'est le vocabulaire. Les modèles de design, c'est la méthode de travail. L'UML, c'est la boîte à outils techniques. Et la scénarisation, eh bien, c'est le produit fini, le contenu que les apprenants vont réellement utiliser. Il faut savoir que cette approche, elle ne sort pas de nulle part. Elle a une histoire, elle a beaucoup évolué au fil du temps. Faisons un petit voyage dans le temps pour voir d'où on vient et où on va. L'évolution est assez nette. Avant 1990, on était sur des plans de cours sur papier, très informels. Dans les années 90, on a vu apparaître les premiers langages formels pour essayer de structurer tout ça. Les années 2000, c'était l'âge d'or de la standardisation pour que tout le monde utilise un peu les mêmes briques. La décennie 2010 a mis l'accent sur la collaboration entre concepteurs. Et aujourd'hui, eh bien, on entre de plein pied dans l'ère des données et de l'intelligence artificielle générative. Alors, vers quoi on se dirige ? Le futur, ce sont probablement des modèles encore plus complexes, capables de gérer des scénarios très riches, mais qui, paradoxalement, seront de plus en plus faciles à créer, notamment grâce à des interfaces plus intuitives et bien sûr à l'assistance de l'intelligence artificielle. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu provocatrice pour la fin. Aujourd'hui, on voit des IA capables de générer du contenu, des images, du code. Alors, est-ce que demain, le prochain plan directeur d'apprentissage sera conçu par un humain ou entièrement par une machine ? Je vous laisse là-dessus.